bonsoir. L'incinérateur d'ordures ménagères de Toulouse serait l'un des plus polluants de France. C'est le résultat d'un rapport publié par une ONG. Alors, pourquoi? Que risque la population? Qu'en est-il ailleurs dans la région? Et puis, au-delà de l'incinération, existe-t-il une alternative pour évacuer nos déchets? On en débat ce soir avec mes invités. Nicola Sancio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administratrice à France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Également avec nous Vincent Terrainoves, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de Toulouse Métropole et vous présidez d'Eco7, qui est le syndicat mixte en charge notamment de cet incinérateur. Alors tout d'abord, face à ce constat fait par cette ONG, est-ce qu'il y a clairement un risque pour la population ou pas? Alors, le risque, aujourd'hui, il est fixé par des seuils qui sont des seuils réglementaires imposés par la loi. Et aujourd'hui, notre incinérateur, même s'il est le plus polluant parce qu'il est le plus ancien à l'heure actuelle, il date de 1969, il est le plus ancien, les autres ont été rénovés et nous nous lançons dans un projet de rénovation qui fait l'objet d'une large concertation avec le public, avec tous les concitoyens. Et donc nous avons également, à partir de l'an prochain, des travaux provisoires qui sont prévus de plus de 20 millions d'euros consacrés justement à ce traitement des fumées pour atteindre des objectifs environnementaux qui sont des seuils abaissés de la réglementation. Et donc aujourd'hui, ces oxydes d'azote en réalité sont beaucoup plus importants de par la circulation automobile en réalité que par exemple l'incinérateur. Nicola Sancio, votre point de vue sur cette question des rejets de cet incinérateur, est-ce qu'il y a un risque pour la population de votre point de vue, comparé par exemple à d'autres pollutions comme celle des voitures? Alors déjà, il y a une différence entre la pollution des véhicules qui se trouvent très près du sol et donc qui est un risque pour la population très directement, par rapport à l'incinérateur qui pollue au bout de sa cheminée et donc à un niveau plus élevé dans l'atmosphère. Mais par contre, on pourrait dire qu'on peut voir aussi un effet indirect, c'est-à-dire que pour alimenter l'incinérateur de façon en termes d'entrée de déchets à traiter et de sortie de déchets ultimes après à traiter également en dehors de l'incinérateur, il y a beaucoup de camions qui transportent ces déchets. Donc on pourrait dire que par ce biais-là, ça se rapproche de la circulation automobile, du risque dû à la circulation automobile, comme sur les autres véhicules de l'agglomération toulousaine. Alors techniquement, vous l'avez dit, hein, cet incinérateur a été construit en 68. Est-ce que ça veut dire qu'il rejette forcément, en 69 pardon, qu'il rejette forcément plus qu'un incinérateur de nouvelle génération? Alors, les incinérateurs de nouvelle génération ont fixé des seuils de performance qui sont très en deçà de ce que fixe la réglementation. Nous, aujourd'hui, on est sur des seuils qui sont fixés par la réglementation, donc nous ne les dépassons pas, mais nous ne sommes que très peu performants par rapport à d'autres ambitions qu'on aurait, parce que la vétusté de l'outil nous empêche d'atteindre ces objectifs. C'est la raison pour laquelle, justement, on a un projet soit de rénovation qui nous permettrait d'atteindre des performances plus importantes, soit un projet de reconstruction qui, là aussi, nous permettrait d'aller au-delà des seuils minimums qui, eux, sont fixés par la loi. Donc, on aurait à ce moment-là un outil beaucoup plus performant et qui rejetterait encore moins d'oxyde d'azote. Mais il faut quand même savoir qu'en quelques années, on a fait des efforts importants. On était à 400 mg par nanomètre cube. On est aujourd'hui à 200. Demain, on sera à 150 avec les 20 millions d'euros que d'Eco7 va investir. Et l'objectif, c'est que si nous avons un nouvel outil, on soit plutôt en dessous des 50 qui sont les normes qui sont atteintes par la plupart des incinérateurs aujourd'hui. Alors, selon le journal Le Monde, l'incinérateur de Bessières, construit pourtant lui en 2001, et donc plus récent, dépasse aussi largement la limite. C'est quelque chose de répandu, ça, ces limites dépassées pour les incinérateurs d'ordures ménagères? Vous en avez des retours, vous, ou pas? C'est l'ONG Zero Waste que vous avez cité en début qui a fait une étude sur tous les incinérateurs en France et qui a essayé d'évaluer, de comparer en fait les incinérateurs de la région toulousaine aux autres incinérateurs. Et effectivement, ils ont trouvé que les autres incinérateurs étaient en dessous du seuil qui était respecté à Toulouse, même s'ils avaient à peu près le même type d'ancienneté à quelques années près. Alors, il y a des études ou pas qui sont faites sur l'impact sur la santé des gens ou pas par rapport à ça? On pourrait se tourner vers Atmo Occitanie, oui, qui fait des études sur ce thème-là et de façon très poussée. Donc,
Est-ce que on est quelque part aussi là sur un mode vous le dites, parce qu'il faut le dire aussi aux gens, ce sont des machines qui produisent aussi de l'énergie. Oui, tout à fait. On a une chaleur qui est produite et cette chaleur, elle est utilisée, donc elle n'est pas rejetée dans la nature. Elle est utilisée notamment sur l'incinérateur de Toulouse. Nous produisons entre 200 et 250 gigawattheures de chaleur. Cette chaleur, elle est réinjectée dans des conduits et ces conduits, ils alimentent notamment les habitats du Mirail, mais aussi l'hôpital de Rangueil, le secteur de Plaine Campus, etc. Et on produit aussi une petite quantité d'électricité au moment où, bien sûr, il y a moins de chaleur à fournir. Donc à peu près 50 gigawattheures par an. Et l'incinérateur de Bessières, lui, est plutôt sur une production plus axée sur l'électricité, qui aujourd'hui aussi est utilisée avec des serres dans lesquelles on fait pousser des tomates. Alors que pensent les riverains de l'usine d'incinération des déchets ménagers de Toulouse? Christophe Nédart et Louis Vial sont allés leur poser la question. Tous les jours, cette grande cheminée dégage une fumée grisâtre dans l'atmosphère. L'incinérateur du Mirail fonctionne à plein régime. En 2020, 285 000 tonnes de déchets ont été traités ici. Problème, il a rejeté près de 322 tonnes d'oxyde d'azote dans l'air, ce qui en fait l'incinérateur le plus polluant de France. Il est situé à côté du quartier du Mirail, quartier populaire et densément peuplé, une proximité peu appréciée par les habitants. À proximité d'autant de personnes, ça peut être que inquiétant pour tout le monde. Donc oui, on espère que des actions vont être faites pour réduire tout ça et le danger pour tout le monde. Est-ce que ça vous inquiète? Ah ben oui, surtout quand on a des enfants, des petits-enfants, c'est pas évident, voilà. Moi qui suis migraineuse, qui suis un petit peu sensible à tout ce qui m'entoure, c'est pas évident. D'autres sont plus modérés, car cette usine sert aussi à chauffer le quartier. Parce que nous, ici, on a bénéficié du chauffage et de l'eau chaude grâce à l'incinérateur. Si on nous propose quelque chose de moins polluant et aussi efficace, pourquoi pas, mais quoi? Construit en 1969, cet incinérateur est obsolète selon Zero Waste, une association de défense de l'environnement qui pointe du doigt cette installation. Toulouse Métropole est conscient de la situation et compte y remédier. Plusieurs projets d'évolution de l'incinérateur sont à l'étude, rénovation, reconstruction. La facture se chiffrera à plusieurs centaines de millions d'euros. Vincent Terrinoès l'a dit, il y a une concertation publique qui va être lancée pour savoir si on l'arrête, cette usine, si on la rénove, si on la reconstruit sur place ou ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce type de concertation? En fait, l'incinérateur, c'est une chose, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de déchets qu'il y a un incinérateur. Et le volume de l'incinérateur va dépendre du volume des déchets. Donc en fait, l'action que l'ONG Zero Waste propose de façon efficace, ce serait d'abord de gérer la réduction des déchets, le recyclage des déchets tant que possible, pour garder l'incinération comme ultime moyen de se débarrasser des déchets. Donc, oui, la problématique de l'incinérateur découle de la problématique des déchets. Et il faudrait gérer vraiment cette problématique des déchets, déjà financièrement accorder des budgets conséquents pour aboutir à un développement de l'économie circulaire qui permet de gérer, de recycler les déchets pour qu'ils ne soient pas incinérés. Donc en fait, par rapport à cette concertation, c'est le volume des fours de l'incinérateur qui... Parce que quand on n'a pas une installation comme ça, j'allais dire justement, qui gère autant de déchets et d'ordures ménagères, comment on gère nos déchets? Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Il y a l'enfouissement. Et les collectivités doivent réduire de moitié leur capacité d'enfouissement. Et on en est loin, puisque... Donc, on en est loin, voilà. Ouais. Donc il y a de nombreux territoires qui sont aujourd'hui sans exutoire. Et sinon, il y a l'incinération. Et c'est vrai que, comme disait Madame, là, la concertation, par contre, elle est lancée. Elle a déjà commencé le 20 septembre dernier. Et comme disait Madame, nous, on ne fait que traiter les déchets qui sont apportés par les différentes collectivités. Donc là, Décosset, c'est 8 collectivités, dont Toulouse Métropole, le Sicoval, etc. Et donc c'est vrai que s'il y avait moins de déchets, il y aurait moins d'incinération. On peut estimer qu'il y aurait moins de rejets dans l'atmosphère. Donc c'est toute la question qu'il y a autour, justement, de la prévention et de l'implication des citoyens pour faire plus de tri,
pour prochainement sortir les biodéchets de nos ordures ménagères résiduelles, pour également Comment on arrive à convaincre recycler, la population, réutiliser. On brandit l'amende, les ordures au poids. Il y a plusieurs dispositifs. Il y a d'abord la communication nationale. Là, on va avoir une grande communication nationale au début du mois de janvier pour l'extension des consignes de tri, parce que sur tout le territoire, on va tous traiter de la même façon le tri, donc les pots de yaourt, les emballages plastiques, etc. Il y a ensuite des possibilités incitatives à travers la redevance ou la taxe d'ordures ménagères, c'est-à-dire que celui qui a un comportement vertueux, eh bien l'idée c'est qu'il paye moins de fiscalité. Donc voilà, certaines collectivités l'ont mis en place. À Toulouse Métropole, on a une étude actuellement qui est lancée pour voir comment on pourrait arriver à actionner ce levier. Et puis après, il y a toute la prévention qui est faite avec des ambassadeurs, qu'on appelle les ambassadeurs du tri, avec toutes les actions de prévention. Et puis prochainement, les collectivités vont beaucoup investir, notamment pour les biodéchets. On estime qu'il y a un gisement, rien que sur Toulouse Métropole, d'à peu près 18 000 tonnes de biodéchets à détourner. Les biodéchets, c'est quoi? C'est 70% d'eau. Donc ça brûle très mal, c'est putrescible et surtout, donc, on peut les composter. Et donc là, on a un projet important sur la métropole pour développer le compostage individuel, le compostage en pied d'immeuble, pour mettre en place des points d'apport volontaires. Donc là, on espère qu'on va réduire justement dans les années qui viennent. De toute façon, la loi nous l'impose et la loi nous oblige, mais il faut absolument qu'on réduise cette production de déchets. Décossette et l'incinérateur ne fait que traiter ce qu'on amène finalement et ce que nous produisons tous collectivement. Voilà. Les déchets ménagers n'auraient diminué que de 2%, alors que la loi imposait une baisse de 10% en 2020, donc on est loin du compte. Alors on dit le recyclage aussi, Nicolas Santio, mais le recyclage, il faut se dire aussi que il ne faut pas se dire, tiens, de toute façon, c'est pas grave, ça va être recyclé. Tout à fait. Eh oui. Se glorifier parce qu'il y a de plus en plus de tri, c'est peut-être pas le bon indicateur. Effectivement, le mieux, c'est de réduire carrément le volume qui arrive à l'incinération avant ou après recyclage. Mais aussi, il faut vous parler de la spontanéité des citoyens pour réduire les déchets. Mais il y a les collectivités aussi qui doivent apporter quelque chose. Parce que si on dit l'idéal, c'est de supprimer les déchets à la source. Donc, d'agir sur les personnes qui produisent des suremballages. Les entreprises aussi et les suremballages. Donc, il n'y a pas que le citoyen qui est responsable du volume de déchets qu'il génère. Ensuite, tout ce que vous avez cité, ce sont des très bons exemples parce qu'ils ont été déjà déclinés dans plusieurs villes de France, que ce soit ou même étrangères, à Munich, à Besançon, enfin, etc. Donc, et c'est vrai que ça marche. Donc, voilà. Appliquons-le. Voilà. Après, il y a des spécificités à chaque territoire. Voilà, on sait que les comportements des citoyens n'est pas le même quand il y a beaucoup de collectifs que de l'habitat individuel. Donc l'implication doit être vraiment très très forte si on veut aboutir à ces résultats. En tout cas, dans le cadre de cette concertation, il y a bien sûr les objectifs de prévention des collectivités qui est intégré à la concertation, puisqu'on voit bien que dans le futur, si on doit dessiner un futur incinérateur, si on ne faisait rien, on produirait à l'échelle du territoire de Décossette entre 380 et 416 000 tonnes. Or, on sait très bien qu'on a plutôt des objectifs de réduction qui seraient plutôt aux alentours de 200 000 tonnes. Voilà. Donc, c'est bien que les collectivités font du travail quand même. Il faut les saluer aussi, mais voilà, on trouve que parfois ça va assez vite. Merci à vous deux de nous avoir apporté vos témoignages, vos expertises. Mais le temps file ici. Il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Et vous le savez, comme tous les soirs à cette heure-ci, l'information de proximité se poursuit sur votre chaîne régionale. Incinérateur d'ordures ménagères, polémique dans l'air. On continue à faire avancer le débat avec notre experte du jour, Dominique Tillac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale d'Atmo Occitanie. Tout d'abord, en quelques mots, quel est votre rôle dans ce type de dossier qu'on vient d'évoquer? C'est vous qui calculez les émissions de ces incinérateurs? Alors, on ne calcule pas les émissions. Atmo Occitanie, je tiens à le rappeler, est une association indépendante donc qui va évaluer et mesurer la pollution atmosphérique que nous respirons. Les émissions qui ont été abordées préalablement sont les quantités de polluants qui sortent de la cheminée. Donc nous ne mesurons pas ces quantités. Ce sont notamment des entreprises spécialisées sous contrôle de l'Adréal qui réalisent ces mesures. Par contre, nous allons contrôler dans l'environnement industriel, dans l'environnement de la SETMI en l'occurrence, les concentrations d'un certain nombre de polluants.
Donc nous faisons ça sur la Septmie, mais sur bien d'autres incinérateurs sur le territoire régional. On a une idée, on en parlait au début, de ce que ça représente, ces émissions d'incinérateurs par rapport, par exemple, aux particules fines ou à la pollution automobile? Alors oui, hein, j'ai fait un petit panorama. Aujourd'hui, nous avons 2 stations de mesure en continu qui sont sur l'arc industriel de la Septmie, et nous sommes sur des concentrations en particules qui sont de l'ordre de 16 microgrammes par mètre cube, qui sont exactement du même ordre de grandeur que ce qu'on mesure en milieu urbain de fond sur Toulouse. Donc on est vraiment sur des mêmes ordres de grandeur au niveau notamment de ces particules. Nous avons tout un suivi au niveau des métaux. Et là aussi, hein, sur les métaux, nous avons des concentrations qui sont parfois plus basses que ce que l'on peut retrouver sur une station dite de fond urbain, hein, que l'on a notamment sur le lycée Berthelot à Toulouse. Donc tous ces résultats, vous pouvez les retrouver en ligne, hein, sur nos sites, sur nos différents rapports. Aujourd'hui, on a fait, alors dans un autre cadre, hein, une évaluation par modélisation de l'impact du panache qui sort de la Septmie, ces fumées dont on parle. Donc on a modélisé en prenant la hauteur de cheminée, la vitesse de projection, et on évalue à moins d'1 microgramme l'impact des émissions sur la concentration moyenne annuelle dans l'environnement de la Septmie. Voilà, donc sur les 17-18 microgrammes qu'aujourd'hui on modélise dans l'environnement de la Septmie, ces premières modélisations évaluent à peu près à 1 microgramme l'impact de l'activité Septmie. Merci pour ces points de repère. Sophie Pointer, bonsoir. Bonsoir. Quels sont les incinérateurs encore en fonctionnement en Occitanie ? Alors actuellement, Patrick, il y a 7 sites d'incinération de déchets ménagers qui sont encore en fonctionnement en Occitanie. Ils sont répartis un petit peu partout sur l'ensemble du territoire régional. Ces incinérateurs, on l'a dit tout à l'heure, font tous de la valorisation énergétique à partir de la combustion des déchets. Dans ce domaine, certaines unités sont d'ailleurs un tout petit peu plus performantes que d'autres. C'est le cas de Nîmes, Lunel et Bessières. Dans le Tarn-et-Garonne, l'usine de Montauban va être complètement transformée, mise en service dans les années 80. Elle ne répond plus aux besoins actuels. 43 millions d'investissements pour doubler la capacité thermique du site et augmenter la production électrique. Il y aura surtout un bien meilleur traitement des rejets dans l'atmosphère. Sa mise en fonctionnement est prévue dans un an, un petit peu, à peu près. En a-t-on fermé ces dernières années en Occitanie de ces incinérateurs? Alors en ex-Midi-Pyrénées, 7 incinérateurs ont fermé. Ce sont des sites qui ne respectaient pas la réglementation sur les rejets atmosphériques. Dans le Tarn, par exemple, les unités de Saint-Juéry, Lautrec et Sillon ont fermé en 1999. Une enquête de l'Institut national de la veille sanitaire avait d'ailleurs montré dans ce département le lien significatif entre certains cancers et l'exposition de la population au rejet de ces incinérateurs. Dans le Tarn-et-Garonne, ce sont les usines de Caylus et Hauvillard qui ont continué, elles, à tourner jusqu'en août 2002, et cela malgré les mesures de suspension administrative dont elles faisaient l'objet. Et puis dans l'Aveyron, eh bien, les 2 incinérateurs, eux, ont fermé en 2002. Merci Sophie. On a vu, il y a des incinérateurs de différentes générations. Est-ce que la technologie peut quand même permettre d'améliorer la qualité de l'air ou pas? Alors, je ne suis pas une spécialiste de la technologie, mais effectivement, les émissions associées à ces nouvelles technologies sont nettement en baisse. Donc, on aura probablement une amélioration de la qualité de l'air suivie. Moi, je tiens à préciser aussi, hein, on suit l'incinérateur de la Septmie depuis 2003. On n'a jamais observé d'évolution anormale sur les quantités de PM, sur les concentrations de particules, que l'on mesure dans l'environnement de la Septmie, qui n'aurait pas été observé ailleurs sur le territoire de Toulouse. Donc il y a des vous nuancez, je nuance beaucoup le propos localement. On a d'ores et déjà prévu, puisqu'il y a un débat important qui, je pense, va durer quelques années, de renforcer tout notre dispositif de surveillance, et on va l'harmoniser avec l'ensemble des dispositifs de surveillance qu'on a sur le territoire régional. Merci beaucoup Dominique Tillac, directrice générale d'Atmo Occitanie. Merci à l'ensemble de nos invités de nous avoir éclairés sur cette problématique. Et puis donc pour les riverains de cet incinérateur de Toulouse, n'oubliez pas la concertation donc, qui est lancée depuis le 20 septembre sur l'avenir du site. Demain, un 18h30 spécial Octobre Rose, tous contre le cancer du sein. Médecins, chercheurs, associations, patients seront avec nous ici en plateau. D'ici là, la météo, suivie de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.